On y va? Oui. Très bien. Alors Anne Duchesne, votre maman, mais aussi votre papa, mais on va se concentrer sur votre maman parce que c'est bien aussi de parler des femmes dans la résistance, on en parle très peu, a été une grande résistante, mais aussi a été déportée. Alors, comment était-elle résistante? Et après, on parlera de sa déportation. Elle a été résistante parce qu'elle n'a pas supporté, l'occupation allemande. Elle a été tétanisée en voyant le premier soldat allemand, Place Stéphanie. Et deux, aussi la mainmise des occupants. Elle était à l'université, elle était à l'ULB. Et hop, ils veulent imposer le personnel académique et l'université ferme. D'ailleurs, avec la solidarité de l'université de Gand. Et ça l'avait tout à fait choquée. En plus, elle avait eu une voisine chez ses parents qui habitait avenue rue africaine. Une jeune voisine qui était une artiste allemande qui lui avait raconté que les nazis, depuis 1933, tuaient dans la rue tout opposant, quoi. Et que cette jeune femme avait assisté à l'assassinat d'une jeune femme enceinte. Et donc, ma mère, à l'époque, qui voulait faire la philo germanique et qui connaissait bien l'allemand, s'était mise à lire Mein Kampf. Elle avait été absolument horrifiée. Parce que maintenant, quand on dit, oui, le dessin, c'était quand même pas la solution finale, on y allait quand même, si on envoie tous les opposants à Dachau, et puis le dessin était fait vers une extermination massive. Et donc, elle était consciente de tout ça. En plus, un de ses oncles, qui était le frère aîné de son oncle collaborateur Auguste Borms, un de ses oncles, Karl Borms, avait fui après la Première Guerre mondiale parce qu'il craignait d'être jugé comme activiste. Il avait fui en Hollande et là, il avait quand même changé et il avait modéré son discours très nationaliste pro-flamand et il était devenu, par exemple, pendant la guerre d'Espagne, un farouche opposant au franquisme. Et donc, elle allait passer ses vacances chez Karl, chez sa femme et sa fille. Et là, elle discutait beaucoup avec Karl et il y avait une conscience politique qui s'était dessinée comme ça. Alors voilà, de fil en aiguille, elle avait pris contact avec des réseaux à Bruxelles. Elle avait fait sa première candie au jury central et forte de ces réseaux, elle est partie à l'université de Liège où elle a pris contact. Là, elle est devenue présidente du rassemblement estudiantin. Elle rédigeait et elle tapait donc le journal clandestin des étudiants de Liège. Et petit à petit, elle a pris contact avec le réseau des partisans armés. Donc elle s'est engagée. Elle s'est vraiment engagée et elle était plutôt de tendance communiste parce qu'elle avait été, elle avait été au lycée d'Ixelles et là c'était Madeleine Jacquemotte qui était prof d'anglais ou de flamand, Denise Onze également, c'était deux communistes. Donc elle avait une conscience politique. Et sociale. Elle avait vécu dans un milieu extrêmement pauvre et donc elle avait une conscience sociale doublée d'une conscience que l'occupation, c'est de toute façon de la cruauté vis-à-vis des populations. Et troisièmement, c'était doublé par le nazisme qui était une idéologie totalement mortifère et qui allait amener des dizaines de millions de gens à mourir, quoi. Et elle a été arrêtée? Donc elle a été associée chez les partisans armés de la région d'Ourthe-en-Blève. Pour la petite histoire, les camarades, là, ont quand même fait une petite enquête parce qu'elle s'appelait Borms et qu'ils craignaient un peu qu'elle soit envoyée par son tonton collabo, quoi. Mais elle ne l'était absolument pas du tout de cette veine-là. À un moment donné, en avril 1944, ils étaient
obligée de faire certaines activités, bien sûr. Et donc, elle était courrier pour Robert Lejeune, qui était le chef de tout le réseau. Et à un moment donné, elle chaulait sur les murs de l'Université de Liège, place du 20 août, pour appeler à une manifestation du 1er mai. Bon. Je vous avoue quand même que je trouve un peu bizarre de manifester un 1er mai en pleine occupation allemande, mais enfin bon, elle chaulait ça. Et elle a été coincée par les Allemands. Elle a été menée donc à la Gestapo, et, boulevard d'Avroy, je crois, puis à la prison Saint-Léonard. Et là, bon, ils l'ont secouée comme un prunier parce que d'autres jeunes filles avaient réussi à s'enfuir de la place du 20 août. Et on voulait qu'elle donne des noms. Voilà. Mais c'était mal la connaître. Et en général, les gens, enfin bon, moi je ne sais pas comment je réagirais, mais elle était tellement probablement sûre de son engagement, de sa force et tout, qu'elle a tenu le coup. Par contre, du côté de ses cousins Borms flamands, c'était quand même pas la même idéologie, et ils se sont empressés d'avoir des contacts avec la Gestapo et les geôliers de Saint-Léonard. Bon, c'est en tout cas ce que les geôliers lui ont dit. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, on ne saura jamais. De toute façon, les liens ont été assez étroits avec la collaboration du Borms. Et elle a été envoyée sans autre forme de procès, comme Nachtonnebel à Gommern, qui était une forteresse qui, à ce moment-là, était destinée au Nachtonnebel, à des femmes, qui n'étaient pas encore aussi, je dirais, cruelles ou exterminatrices que Ravensbrück. Mais enfin, on faisait déjà travailler les gens 14, 15, 16 heures par jour dans toutes les températures, et les rythmes de travail étaient épouvantables. Les gens n'avaient quasiment rien à manger, ce qui fait qu'il y avait des gens qui avaient le scorbut. Et donc, à un moment donné, on a mis toutes les femmes belges et françaises, je crois, dans des wagons dont on connaît la proximité. Il y avait déjà des gens qui sont morts pendant le transport, et ils sont arrivés à Ravensbrück. D'abord en imaginant, parce qu'on leur avait dit on va ailleurs, et puis on avait un peu enrôlé, vous serez bien, ci et ça. Et à un moment donné, elles y avaient cru, quoi. J'ai lu un livre qui a été écrit par une Belge qui a été à Gommern, à Cologne. C'est une belle gare, apparemment, une belle bon et tout. Et elles croyaient quand même ils iraient pour un mieux, d'autant plus que dans les gares, il y avait toujours, souvent des prisonniers étrangers qui leur disaient « Ah, Bruxelles est libérée, Paris est libéré ». Et donc, elles croyaient qu'elles allaient vers leur libération. Pas du tout. Bon, la première nuit, ça a été plus ou moins, et puis elles se sont rendues compte au fil des jours qu'elles allaient vers l'enfer, quoi. Et donc, elles sont arrivées à Ravensbrück un soir, et déjà, au pied des wagons, ça a commencé avec les hurlements des chiens, les hurlements des SS, les hurlements de tout le monde, et puis des insultes. Et on les traitait de sales cochonnes, on les traitait de stucs. Mais c'est vraiment déjà martelé une espèce de déshumanisation dès le... Et donc... Elle avait quel âge à ce moment-là 21 ans. 21 ans. Et la libération avait déjà commencé. Partout. Enfin, partout. À Bruxelles et à Paris, oui. Et donc, et alors, bon, il y a quelqu'un arrivé, j'ai lu ça dans un livre, arrivé à Ravensbrück. D'abord, déjà à Saint-Léonard, ma mère était devenue un peu copine. Enfin, elle discutait beaucoup philosophie avec l'aumônier là-bas parce qu'elle connaissait bien l'allemand, et il discutait. Je crois qu'il avait été touché par cette jeune fille intellectuelle et quand même droite dans ses chaussures. Et il avait dit, vous partez en Allemagne demain, mais vous avez gagné. Il venait d'y avoir un coup d'État contre Hitler. Et elle avait dit, m'envoyer en Allemagne alors qu'on a gagné, qu'on va gagner.
Et l'aumônier lui avait dit, mais c'est tant mieux pour vous, sinon ici, ils vont toutes vous abattre. Bon. Et donc, elles avaient toujours l'impression qu'elles allaient vers la libération et arriver à Ravensbrück, ça c'était épouvantable parce qu'il y avait un espèce de va-et-vient entre les camps. Il y avait des gens qui venaient d'Auschwitz à pied, de Buchenwald qui partaient, qui revenaient. Il y a des femmes qui ont été envoyées de Ravensbrück à Mauthausen et qu'on l'a tué. Enfin, mais c'était vraiment l'enfer. Et Germaine Thion décrit ça très bien. À un moment donné, il y a des femmes qui viennent de partout. On met des tentes dans un petit peu là où on peut. On ne donne pas à manger. On tond les têtes. On déshabille. On lance dans des espèces de grandes cuves désinfectantes. Et puis, au revoir et merci, vous êtes des stucs. Vous êtes des morceaux. Et alors, elles ont débarqué dans ce camp, sans boire, sans manger, moins 20, moins 30 degrés, avec les gardiennes qui en rajoutaient. Et je ne comprends pas, ils étaient vaincus, mais ils en rajoutaient, ils étaient encore plus dans cette espèce de rage, de vengeance. Et elle, donc, à ce moment-là, justement, elle a revu Madeleine Jacquemot, qui était là aussi. Elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Et elle est restée combien de temps à Ravensbrück? Mais elle est restée 2 mois, plus 8 jours au Strafblock, au bunker, parce que ces 2 mois, c'était en fait pour obliger tout ça. Bon, que les mourants meurent, et puis on avait amené une salle de gazage. Donc, il commençait à gazer, dont la maman de Germaine Thion. Enfin, bon, c'est vraiment... Et on voulait que les déportés, dans l'état où elles étaient, fassent des tranchées pour empêcher l'armée rouge d'arriver, ou bien aillent travailler à Siemens pour l'armement. Et elle a refusé, en disant, moi, je fais de la résistance, c'est contre les Allemands, c'est pas pour commencer à travailler pour eux, quoi. Du coup, elle s'est disputée avec une copine, camarade, qui disait, mais qu'est-ce que ça peut te faire ici et ça. Moi, je n'ai pas fait de la résistance. Bon, enfin, 2 caractères forts qui se sont affrontés. Et donc, elle a dit, j'y vais pas. Et alors, elle s'est baladée entre les baraquements pour échapper au SS. Mais là aussi, il y avait des dénonciatrices. Bon. Jamais compris cette espèce de pulsion de dénoncer, même au fin fond de l'enfer. Et donc elle a été dénoncée, et un SS l'a convoquée. Elle lui a dit, apparemment, d'après elle, très calmement et très civilement, voilà, il paraît que vous ne voulez pas travailler, c'est pas bien, ci et ça, mais vous pouvez vous rattraper, on vous envoie à Siemens, vous serez bien logé, nourri, enfin, tout le baratin qu'ils font pour essayer d'attiser, enfin, d'avoir des travailleuses. Mais si vous persistez, vous allez au Strafblock. Et là, c'est 100 fois pire que ce que vous avez connu ici. Mais je crois qu'elle ne s'y attendait pas de ce qu'elle a vu là. Parce qu'en général, les femmes... Dans tous les camps, il y avait des Strafblocks. Et chaque camp avait sa petite manière d'avilir encore plus. Et donc là, on les mettait dans des espèces de cachots où elles savaient à peine bouger. Sans bas, sans chaussures, avec une espèce de vêtement d'été, par moins 30 degrés. On donnait à manger des excréments humains. Et donc le soir, on ouvrait la porte du cachot. Je vous dis ce qu'elle dit dans ses témoignages. Hein. On ouvre la porte du cachot et c'est une déportée, enfin pas une déportée, une détenue qu'on appelait les droits communs, qui avait le triangle vert, qui venait torturer chaque femme. Et donc, elle, sa torture, c'est de mettre ses pieds gelés, qui étaient bleus, qui étaient noirs, contre un poêle brûlant. Et c'était ce genre de truc, enfin, affiner les tortures pour aller... Et elle a tenu. Bon, elle a tenu une semaine, elle dit elle-même qu'à un moment donné, on les a aussi prises à faire une espèce de tournante parce qu'ils voulaient des femmes pour leur bordel. Enfin bon, ça dépasse l'imagination dans la perversion, dans la cruauté. Enfin moi je ne comprends pas. Enfin ça m'échappe toujours.
Et donc, elle avait dû participer à cette espèce de ronde de sélection. Et c'est un épisode extrêmement bouleversant dans son témoignage à l'historien José Kotovič. Et lors d'une de ces rondes, elle avait dit à une de ses copines, voilà, je suis occupée à devenir folle, je vais te donner mon adresse et si je ne reviens pas, ou si je reviens en étant complètement allumée, allez voir mes parents et dites que je n'ai pas tenu le coup. Quoi. Voilà. Et ça, la philosophe Cynthia Fleury explique bien dans un de ses livres, c'est dans des situations extrêmes de torture. Il y a une espèce, on a tous, paraît-il, enfin ça c'est la vision psychanalytique, une espèce de mince membrane qui nous met quand même à la frontière de la folie, mais qui nous en protège. Et elle dit, enfin Cynthia Fleury dit, dans des cas de torture extrême ou quand on assiste à la torture des gens qu'on aime, cette membrane peut sauter. Et elle avait cette crainte. Bon, et alors elle a été, parce ils étaient obsédés, par la mort des gens qui étaient quand même, bon, parce qu'il faut nourrir, déporter, nourrir en extrêmement, ça coûte cher, nanana. Et ils ont été libérés? Non, elles ont été envoyées en train à Berlin. Le train, c'était pas le TGV qui mène quelques heures, c'est chaque fois. Et à Berlin, elles ont été flanquées dans des espèces d'ateliers, on voulait qu'elles travaillent. Mais ce jour-là, ou cette nuit-là, il y a eu un bombardement des Alliés, donc il y a 90 personnes, jeunes femmes, femmes, qui sont mortes. Et elles disent, ça a été... Bon, en plus, c'était les Alliés, quoi. Enfin, bon, c'est un peu embêtant. Et elle dit, en plus, on était près de la Spree. Et les gens qui brûlaient, je me demande si ce n'était pas déjà des bombes au phosphore, mais je ne suis pas sûre, qui brûlaient, se jetaient dans la Spree et l'eau. Enfin bon, elle dit, ça c'est vraiment, après le Strafblock, elle disait, ça a été, mais vraiment, bon. Et après, comment ça s'est terminé? D'abord, un Allemand, un SS restait un SS. Il fait l'appel le lendemain, quoi. L'appel, c'était the truc, quoi, chez eux. Et donc, où sont les 90 qui ont disparu? Bon, très intéressant. Et donc, elle dit, déjà, on était à un froid de canard. Ils se sont mis, il fallait absolument retrouver les corps des gens. Enfin bon, c'était une espèce de délire administratif, bureaucratique, enfin bon. Et à ce moment-là, ils ont eu l'ordre de partir à pied vers Sachsenhausen, dans le froid, dans le verglas, sans chaussures, sans chaussettes, en robe d'été, enfin en espèce de tenue plutôt été. Et alors elle dit, elle avait de la tuberculose, elle avait des problèmes rénaux, elle dit, là, j'ai manqué mourir. En plus, ils abattaient les femmes qui n'avançaient pas assez vite. Et elle est arrivée miraculeusement à Sachsenhausen, où elle a retrouvé un autre de ses profs du lycée d'Ixelles, André Terf. Et là, elle a dit, moi, je ne continue pas. Elle souffrait, elle en avait marre. Et on lui aurait dit, on vous tue ici, ça aurait été... Et là, elle est restée... les autres dames, enfin, avec d'autres prisonniers qui venaient de je ne sais pas où, des hommes. Ah oui, elle racontait qu'elle avait retrouvé les premiers déportés allemands anti-nazis qui traînaient là depuis 1933. Et que ça a été des scènes vraiment de solidarité. Ils essaient de se soigner les uns les autres, de se réconforter, de tenir le coup encore une heure. Et puis à un moment donné, ils ont entendu les canons au loin et les ordres. Elle raconte ça très joliment, avec beaucoup d'émotion, les ordres en russe et les ordres en allemand, et la bataille, la dernière bataille, et puis l'arrivée des Russes qui les ont libérés. Alors c'est vraiment très touchant parce que c'est rien du tout de ce qu'on raconte, les Russes qui venaient pour violer, enfin tout le monde. Enfin, elle raconte vraiment... Ils venaient les libérer et ils comprenaient qu'elles étaient résistantes et qu'elles... Voilà. Et elles ont été soignées puis rapatriées. Voilà. Et alors donc, les Russes, l'armée rouge, est tout de suite partie pour aller libérer Berlin.
Et elle dit, là, j'ai pleuré parce que je me rendais compte, il y avait une femme soldate de l'armée rouge, je me rendais compte qu'ils allaient vers la mort, quoi. Vous imaginez, vous avez 20 ans et vous vivez des trucs pareils, quoi. Et donc là, elle dit, je les vois encore partir, quoi. Et donc, la Croix-Rouge est arrivée, les a soignés. Elle était intransportable, elle a été soignée, je pense, pendant 3-4 mois à Sachsenhausen. Il y avait un correspondant, je ne sais pas si c'est pas un correspondant de la RTB, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, Paul Lévy. Paul Lévy, oui. Qui avait été, je crois, à Brendong d'ailleurs, qui avait fait Radio Brendong à Brendong. Elle l'a retrouvé à Sachsenhausen, elle lui a donné du courrier pour ses parents. Et elle a été donc rapatriée à Bruxelles dans un état qui était un peu mieux que... Bon, quand elle était libérée, elle pesait 35 kilos. Elle dit on était faméliques, on était décharnés. Et donc elle est arrivée à Bruxelles dans le monde dit normal. Mais... Et qu'est-ce qu'elle vous en a raconté de ce retour en famille? Elle n'en racontait pas grand-chose. Hein. Elle n'en racontait pas grand-chose. Moi, je suis née... D'abord, il y a un truc... Normalement, elle aurait dû épouser un jeune homme qui était partisan armé, étudiant en chimie, qui s'appelait Jean-Pierre Vivier. Et quand elle était à Saint-Léonard, il y avait eu le faux bruit qui courait qu'il avait été fusillé, quoi. Et donc, à ce moment-là, elle avait été, dit-elle, désespérée, se sentant seule au monde, etc. Mais elle avait eu le temps d'un peu digérer cette affaire. Enfin, un peu. Et donc, elle est revenue chez ses parents. Faut dire que sa mère l'a cherchée désespérément. J'ai retrouvé les bordereaux du comité de rapatriement, je ne sais plus comment ça s'appelait, où c'est très émouvant, on voit la signature de sa maman qui cherche sa fille, quoi, hein, et on lui dit, elle est en Allemagne, on ne sait pas où. C'est vraiment gai pour les parents, quoi. Et donc, le Nachtonnebel, on ne disait pas où ils étaient. Elle est rentrée complètement dévitalisée. Elle a des mots pour décrire son retour: dépersonnalisé, dévitalisé, déshumanisé, enfin tous les qualificatifs comme ça. Et elle était boursière, et donc première chose, son jury de bourse l'a convoquée pour voir si on continuait à lui donner une bourse. Donc là, elle a été dire qu'elle ne voulait plus faire la philo-germanique, que ça ne l'intéressait plus, qu'elle voulait faire la médecine, que c'était bien plus utile. Et le jury lui a dit, bon, ben, faites d'abord la germanique et vous ferez peut-être la médecine. Elle dit, j'étais déjà à moitié pas capable de faire la germanique, une médecine et tout. Et alors elle dit, ça c'était... j'étais comme un épouvantail, je ne savais pas rester un cours, je restais, dit-elle, 5 minutes et puis je m'enfuyais dans les couloirs. Quand elle est venue faire son mémoire, elle dit c'était la torture. J'allais vers la bibliothèque royale, je restais 5 minutes et hop, je revenais en courant chez mes parents. Et donc, en plus, en étant tout le temps convoquée pour la reconnaissance de résistants, il fallait prouver ci, faire des témoignages. Rien n'était acquis sur parole. Hein. C'était vraiment... et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Les opposants allemands, qu'est-ce qu'ils ont dû en baver pour avoir leur reconnaissance, avoir un peu d'indemnité. Et elle aussi. Mais quand elle est rentrée, il y a eu de la liesse, on lui a offert des fleurs, est-ce qu'il y a eu une fête? Rien. En plus, comme elle dit, les Allemands, ça je crois qu'elle n'a toujours pas avalé, elle n'avait jamais avalé. Et j'étais arrêtée à Liège et ils m'ont tout pris, y compris mes lunettes, quoi. Alors elle était très, très myope. Et j'avais plus un vêtement, j'avais plus de carte d'identité. Et donc elle est revenue habillée comme un perroquet. Et ses parents ont été par hasard avertis, mais il y a des parents qui allaient chercher leurs enfants à Gand alors qu'ils étaient à Liège. Enfin, c'était le bazar. Non, pas du tout de fleurs pour personne. Parce que j'entendais Simone Veil qui se plaignait en disant les Juifs qui revenaient là d'Auschwitz, on nous accueillait mal, mais on accueillait mal tout le monde. En plus, ils reviennent et ils ont l'impression d'embêter tout le monde. C'est ce qu'elle disait. Heureusement qu'il y avait par exemple le professeur Michaud, professeur Boet à Liège. Moi, je me souviens des noms qu'elle disait. Eux étaient là, ils étaient solidaires.
Les autres, les étudiants qui étaient donc plus jeunes qu'elle, ils s'en foutaient complètement qu'elle revienne de camp. Et il y avait